Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Cet épisode est fait pour ceux qui voudraient passer des slides sur la transformation de l'entreprise et le changement d'entreprise à une exécution réelle et concrète. Aujourd'hui, je reçois Valérie Mira, qui a la gentillesse de partager avec nous le comment elle intervient dans une entreprise pour passer d'une équipe qui pleure à une équipe qui rit, et ça sera la synthèse de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Magali. Valérie, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs? Oui, alors je suis, psychologue du travail et coach en estime de soi. J'ai travaillé pendant plus de 28 ans dans un grand groupe à différents, postes, dont les ressources humaines. J'ai fait, 15 ans en ressources humaines sur des postes de recrutement, de bilan de compétences, mais aussi pour travailler sur les compétences. Et puis j'ai décidé de me mettre à mon compte, il y a quelques années, pour ouvrir mon cabinet de psychologie du travail, pour accueillir des salariés, des personnes en souffrance à cause d'une problématique liée au travail et puis aussi pour intervenir dans les entreprises, autant que faire se peut pour, mettre en place, des formations de prévention, des actions aussi de prévention, pour les entreprises dans le domaine du stress et des risques psychosociaux. Donc il y a un tout petit peu de boulot, j'ai l'impression, en ce moment quand même. Il y a beaucoup de travail en ce moment, on va Ouais. pas se mentir. Vous dites coach en estime de soi, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça consiste en quoi? Oui, parce qu'en fait, notamment quand j'ai évolué dans notamment, hein, c'est pas que, mais quand j'ai évolué dans le recrutement et les bilans de compétences, je me suis rendu compte qu'il y avait, une vraie différence, dans la manière de se présenter des femmes et des hommes, entre les hommes et les femmes. Ouais. Du coup, la question de l'estime de soi est venue assez naturellement. Et j'ai beaucoup investigué, cette question et notamment les liens entre l'estime de soi et le travail et le bien-être au travail, la souffrance au travail. Il y a un vrai, sujet. À la fois, le travail peut être source d'une mauvaise estime de soi et la mauvaise estime de soi peut être source de souffrance au travail. Donc ça va dans Ouais. les 2 sens. Sans mettre de responsabilité sur, parfois les victimes, de mauvais traitements en entreprise, effectivement, quand on n'a pas complètement confiance en sa valeur, on est plus prédisposé ou en tout cas, on est plus pressenti aussi parce que je pense que chez les gens qui sont pas bienveillants, ils savent aussi à qui ils s'en prennent ou à qui ils s'en prennent pas, et donc c'est un vrai sujet de travail et c'est un vrai sujet de travail, pour les femmes encore plus que pour les hommes. Je partage complètement votre point. Mais on le voit, vraiment, notamment dans le fait que, par exemple, quelqu'un qui a une basse estime de soi va rarement, se mettre en avant ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait et aller chercher des projets qui lui tiennent à cœur. Alors que, ceux qui ont une estime de soi un peu plus haute, vont plus facilement parler d'eux et pouvoir accéder aux postes qu'ils souhaitent, hein, tout simplement. Ouais. Au-delà de la souffrance, on est vraiment dans, en fait, avoir une estime de soi basse a des conséquences dans tous les domaines du travail. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et vous avez un parcours qui est un peu différent du mien, puisque à côté de mon job d'entrepreneur, je suis coach aussi, mais vous êtes coach, mais en ayant une formation en psychologie du travail. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous recommandez, par exemple, que je fasse la même chose? Est-ce que ça donne une approche de coaching qui est différente? Oui, non, mais ma question était une vraie question. En fait, alors moi je j'ai pas fait, psychologue du travail, j'ai pas été toujours psychologue du travail. En fait, j'ai, commencé par des études, dans une école de commerce et puis après, ce qu'on appelle aujourd'hui un master, mais donc c'était à mon époque, un DESS en vente et négociation. Donc, vous voyez, on est très loin de la psychologie du travail et puis j'ai fait une reconversion vers 30 ans, je crois, en psychologie du travail, en cours du soir au CNAM.
Alors c'est quand même 5 à 6 années d'études, hein, en cours du soir, donc il faut pouvoir avoir le temps, de s'investir dans ses études et puis, avoir l'énergie aussi, hein, pour, suivre tout le cursus. Alors, moi, la psychologie du travail, ça m'a permis de, vraiment, compléter ma vision du monde du travail. Donc, le coaching et la psychologie du travail, c'est vraiment 2 approches complémentaires qui se complètent bien. Donc, la psychologie du travail, ça m'a permis de bien comprendre, en fait, les interactions dans les rapports sociaux, de bien comprendre aussi comment, des organisations du travail, pouvaient, se mettre en place et quelles étaient les conséquences de certains types d'organisations et puis, ça m'a évidemment, on travaille aussi beaucoup sur les, théories de la motivation, sur les comportements et cetera. Donc, ça me donne une approche beaucoup plus complète sur ce qui se passe au niveau des individus comme au niveau des collectifs de travail dans le monde de l'entreprise. Moi, mon approche est très approche systémique, hein, donc c'est Mmh. pas la même chose et ça ressemble un peu. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'il faut aussi considérer la personne dans son environnement, dans la culture dans laquelle elle évolue et avec qui elle interagit, parce qu'on n'est pas le même selon les interactions qu'on a. Tout à fait. Alors là, oui, Brigitte est convaincue. Formalise parce que des fois, on a l'impression quand je le dis que les gens le découvrent, hein, et je trouve que c'est important parce que selon, par exemple, le manager qu'on a, on va pas donner la même performance, on va pas ressentir le même bien-être au travail parce que l'interaction va être différente. Alors l'interaction va être différente et puis chacun arrive avec, en fait, tout son passif. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé donc notamment donc, une femme qui, était en très grande souffrance dans sa relation avec son manager. Tout simplement en travaillant avec elle sur, ce qui se passait, elle s'est rendue compte que ce manager, en fait, lui rappelait son père avec lequel elle avait des soucis. Donc du coup, il se passe tellement de choses dans le travail, on vient pas comme si on était, une boîte vierge et puis, enfin un individu vierge sans histoire, sans passé, sans, inconscient. Il se passe plein, plein de choses et puis après, moi c'est aussi ça que je trouve assez, curieux quand on recrute quelqu'un. On s'imagine tout de suite que la personne va pouvoir s'immiscer dans l'équipe et puis se mettre à être opérationnelle du jour au lendemain. Non, dans l'équipe déjà, il s'est fait créer des choses qui sont souvent inconscientes qu'on n'arrive pas à détecter et on n'est pas juste des rouages de plus qui vont permettre à la machine de fonctionner. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc Ouais, effectivement, une même personne, en fonction de son environnement, ne va pas réagir de la même manière. c'est clair. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ou nous illustrer comment vous aidez? Parce que là, dans l'exemple que vous avez donné, vous aidez une personne à se sentir mieux. Vous accompagnez aussi des dirigeants pour que, l'environnement de travail soit, plus propice au bien-être? Oui, tout à fait. J'ai vraiment une approche globale, c'est-à-dire que quand il y a mal-être ou souffrance au travail, il y a, pour moi 2 axes. Un axe individuel où il faut travailler avec la personne sur sa relation au travail, ce qu'elle va chercher dans le travail et comment Mmh. elle peut trouver, ou mettre en place les conditions et les ressources nécessaires pour pouvoir bien faire son travail. Ça, c'est le premier axe et ensuite, il y a le deuxième axe qui est, sur l'organisation du travail. On doit absolument, impérativement travailler sur l'organisation du travail et quand je dis organisation du travail, c'est global. C'est-à-dire, on y met aussi bien les styles de management que les conditions de travail, que, les relations interpersonnelles et cetera. Donc il faut travailler ces 2 axes-là et c'est pour ça que moi, j'ai décidé à la fois d'ouvrir un cabinet pour des individus, pour des personnes en souffrance au travail et que j'interviens en entreprise. Donc l'idée, c'est de vraiment commencer à travailler au niveau des dirigeants et des managers parce que aujourd'hui, avec l'explosion des burn-out, on se rend compte que les dirigeants et les managers sont eux-mêmes extrêmement exposés au burn-out et que si un dirigeant ou un manager, va mal, c'est toute l'entreprise qui peut aller mal. Parce que, un manager ou une manager, hein, épuisé, stressé, va être moins performante évidemment, mais va surtout peut-être transmettre son stress aux équipes de manière plus ou moins consciente, va peut-être ne pas répondre aux attentes de l'équipe, la laisser dans le flou ou alors être beaucoup plus dans la pression. Et puis, si cette personne part en burn-out, donc un burn-out, c'est pas une semaine, hein, un vrai burn-out, c'est Mmh. souvent plusieurs mois d'arrêt maladie avec un retour au travail qui doit être progressif sur plusieurs mois, souvent en temps partiel thérapeutique et il y a des dégâts sur la santé mentale de la personne, sur la santé tout court de la personne. On ne revient pas, comme ça et puis on se remet à travailler comme avant. Non, on a un autre rapport au travail quand on a traversé un burn-out.
Donc un burn-out sur plusieurs mois d'un dirigeant ou d'un manager, ça a énormément de répercussions. Bah, une équipe sans manager ou sans dirigeant est une équipe qui est en mal-être, qui va, vite être en souffrance, perdue, sans, pilote en fait dans l'avion et en plus, en termes d'image, comment on fait en fait? Si mon chef, mon dirigeant est en burn-out, c'est qu'il y a un problème. Donc ça peut après générer des arrêts maladie ou des départs ou plein d'autres choses. Et puis alors pour recruter derrière, c'est encore pire. Donc il faut s'appuyer sur les dirigeants parce qu'eux-mêmes sont en douce souffrance et je trouve qu'aujourd'hui, il y a, beaucoup de publications sur les réseaux sociaux pour, critiquer les managers et cetera. Mais je pense que les managers sont souvent les premiers à être en souffrance parce qu'en plus de ça, ils ont une forme de loyauté vis-à-vis de la direction et ils ne peuvent pas dire quand ils sont pas bien. Donc ils vont serrer les dents, retrousser les manches et continuer à avancer pour pouvoir, faire, le travail qui leur est demandé. Donc si on ne s'attaque pas aux dirigeants, aux managers, eh bien, on risque d'avoir, des soucis après pour les équipes. En parallèle, il faut aussi, aider les dirigeants à prévenir tout ce qui est santé mentale, risques psychosociaux et parce qu'on ne peut pas intervenir, nous, psychologues du travail, par exemple, on ne peut pas intervenir auprès d'une équipe qui va mal si on n'est pas porté par, la direction ou par les dirigeants. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ou dans les grandes lignes, justement, comment vous construisez vos interventions? Donc vous êtes sur une intervention, alors que moi je vais utiliser avec mes propres termes systémique, c'est-à-dire, qui n'est pas juste sur l'individu, mais qui est sur le système dans lequel il évolue. Est-ce que vous pouvez illustrer ou nous expliquer comment vous intervenez, en fait? En fait, donc on intervient enfin, j'interviens, sur, à la demande d'une, direction, d'un dirigeant ou d'une dirigeante, sur une problématique identifiée par la dirigeante, par le dirigeant. Et ensuite, ça se passe sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Donc, il y a un certain nombre de choses à mettre en place, des réunions de présentation aux équipes. Ensuite, toute une période d'observation où on va sur le terrain, où je vais sur le terrain, pardon, pour voir comment se passe le travail. Et puis, à ce moment-là, je peux aussi poser des questions. Ah, vous faites ça comme ça, mais pourquoi vous le faites comme ça? Parce que j'ai vu Mmh. votre collègue faire autrement, etc. Et une fois qu'on a fait cette phase d'observation, eh bien, je vais, proposer pardon, des entretiens individuels avec les, membres de l'équipe qui souhaitent être interviewés. Donc c'est vraiment sur la base du volontariat, hein. On ne force personne à répondre aux questions. Il faut que les gens aient envie de partager leur, activité et ce qu'ils vivent au travail avec la psychologue du travail. Donc, une fois que j'ai fait ces entretiens, je fais un rapport, une synthèse, j'identifie, alors je ne sais pas si, ça vous parle, mais, le rapport Golac a identifié 6 facteurs de risques psychosociaux Mmh. et donc je m'appuie sur ces 6 facteurs et j'identifie donc, à travers, les entretiens, l'analyse que j'en fais, les facteurs de risque forts. Je les évalue en fonction du niveau d'intensité et puis j'identifie aussi ce qu'on appelle les facteurs ressources, c'est-à-dire ces facteurs qui vont pouvoir nous aider à faire en sorte qu'on inverse la situation et que des solutions, soient, trouvées. Donc le rapport est présenté en général à un comité de pilotage qui s'est mis en place et ensuite est présenté aussi aux équipes et puis après, on met en place des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers de co-construction. C'est-à-dire qu'avec les gens qui ont participé aux entretiens, on va travailler sur certains sujets. Pas tout, on peut pas tout gérer, mais on va prendre les plus importants. Et puis, ce sont en fait les gens qui font le travail qui vont trouver les solutions collectivement aux situations problématiques qui posent problème. Donc, on est vraiment sur un travail sur le travail, un échange sur l'activité et ensemble, on réfléchit et on met à plat et on trouve des solutions. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on n'est pas, enfin, moi, je ne suis pas une consultante et je vais pas dire: «Voilà, il faut faire ci, ça et ça», hein. Moi, je connais pas le travail. J'ai juste, observé le travail pendant quelques jours, quelques heures, mais je ne suis pas une experte du travail. Or, eux, ils sont experts du travail, donc c'est vraiment une approche qui implique le collectif et qui permet au collectif de reprendre la main sur son activité. Bien sûr, et toutes les études aujourd'hui, scientifiques démontrent que quand on s'appuie sur l'intelligence collective, c'est là que on a un changement, c'est là qu'on a une transformation. C'est parce que ça vient des personnes et que, les 45 slides qui expliquent comment se transformer n'ont jamais eu aucune efficacité sur les systèmes et les organisations, c'est sûr, c'est sûr.
Non, 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 c'est non, évident. merci beaucoup. Ouais, merci pour cette présentation claire, parce que ça permet de bien voir comment vous intervenez. Est-ce que, il y a une mission, il y a une intervention dont vous êtes particulièrement fier en termes de résultats, où vous avez vu assez vite ce qui s'est joué en positif après votre intervention? Oui, genre, je peux vous donner l'exemple d'une équipe, RH. J'ai été, sollicitée par une directrice, d'une entité, commerciale, d'un grand groupe parce qu'en fait, son équipe RH ne répondait plus aux demandes des salariés ni des managers et qu'elle voyait bien que les membres de cette équipe étaient, en grande souffrance, hein, avec des personnes qui pleuraient, qui étaient beaucoup dans l'émotion, avec, quelquefois des arrêts maladie, de courte durée, mais quand même assez nombreux et donc elle s'est dit: «Ben, ça peut pas durer comme ça, je peux pas les laisser comme ça». Elle m'a sollicité et puis à l'issue des entretiens, je me suis rendu compte qu'effectivement cette équipe, bon, elle était pas très, très grande, hein, il y avait 8 personnes. Cette équipe était en très grande souffrance. Je crois qu'à part une personne, à chaque entretien, chaque membre de l'équipe, a beaucoup pleuré pendant les entretiens, donc Mmh. c'était vraiment une souffrance importante. Donc du coup, j'ai pu identifier quelles étaient les sources de souffrance principales. Elles étaient dans une espèce de ce qu'on appelle un conflit de valeurs. C'est-à-dire que comme elles n'arrivaient pas à obtenir l'information de leur manager elles-mêmes, elles se retrouvaient en porte-à-faux vis-à-vis des salariés et des managers à qui elles devaient, donner des informations sur leurs dossiers individuels et cetera. Et du coup, elles étaient très, très mal à l'aise parce qu'elles ne pa elles passaient leur temps à dire: «Je vais me renseigner, je vais voir ce que je peux faire, Mmh. j'arrive pas à trouver l'information». Mais en fait, au bout du bout, elles avaient le sentiment que leur travail ne servait à rien, qu'elles ne servaient à rien et que, elles n'arrivaient pas à faire correctement leur travail. Parce qu'en fait, leur manager, c'est pas de la faute du manager, hein, bien évidemment, c'est toute une organisation qui s'est mise en place comme ça. Donc leur manager était, nouvellement arrivé, qu'elle avait mis en place de nouvelles méthodes de travail, mais comme elle-même avait des soucis de santé, elle était obligée, de s'arrêter régulièrement et Mmh. puis, de faire, quand même beaucoup de télétravail. Or, pour les échanges avec l'équipe, pour notamment dans une prise de poste, c'est compliqué, hein, quand on n'est pas sur place. C'était compliqué parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir l'information, ça se perdait et cetera. Donc, j'ai travaillé en atelier de co-construction avec cette équipe sans la manager et sans la directrice, ça c'est important, hein, pour que les salariés aient l'impression de pouvoir vraiment dire ce qu'ils ont à dire et que, ça reste entre eux, qu'ils puissent échanger librement, qu'ils osent dire, ce qu'ils ont envie de dire et Ouais. proposer, ce qu'ils ont envie de proposer, sans se sentir, bridés. Elles ont elles-mêmes pensé à une nouvelle organisation, au niveau des fichiers et cetera, pour pouvoir permettre, un meilleur échange des informations. Sans bypasser la manager évidemment, mais en tout cas, ça permettait une fluidité de l'information et du coup, ça leur a permis elles-mêmes de pouvoir répondre à une grande partie des attentes des managers et des salariés. En parallèle de ça, la manager qui n'était pas une manager, comme on peut entendre ou voir, sur les réseaux sociaux toxique, hein. C'était juste une Mmh mh. manager qui n'avait pas les moyens de faire son travail non plus, s'est vue, proposer un coaching individuel avec, un coach pour sa prise de poste. Donc vous voyez, on a l'impression que parfois, il suffit de pas grand-chose, enfin j'ai l'impression que parfois il suffit, de mettre à plat le travail, d'écouter les gens, et de les aider à mettre en place des choses pour faire Mmh. en sorte que ça avance, que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Et ça, c'est très important. C'est vraiment, parfois c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez? Je vois bien, je partage pleinement et j'aime bien, que vous montriez de façon aussi complète que parfois c'est pas si compliqué et que c'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau. Il suffit de redonner de la capacité d'initiative aux équipes aussi. Enfin, je veux dire, on parle de bien-être, si les gens ont le sentiment d'avoir aucune marge de manœuvre, ça ne peut pas contribuer à leur bien-être, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est évident. Mais bon, beaucoup de dirigeants et de managers ont peur de laisser cette marge de manœuvre aux salariés parce qu'ils ont Oui, peur de ne plus avoir la main sur, l'activité, sur le travail, alors qu'en fait, ça doit être un travail collectif et pas, oui, juste bien d'un sûr. individu. Ouais, bien sûr. Quand, nous avons démarré ce podcast, j'ai dit sur un peu le ton de la plaisanterie, vous deviez avoir du travail sur les sujets du stress et des RPS, et vous avez acquiescé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et qui fait qu'on n'a jamais autant entendu parler, de souffrance au travail? En tout cas, moi, j'ai cette impression-là qu'on n'en a jamais autant entendu parler, hein.
Bah, je partage cette impression. En fait, avant la crise sanitaire, c'était très compliqué pour les psychologues du travail d'entrer dans les entreprises. On recrutait des psychologues du travail principalement pour, faire du recrutement, passer des tests psychotechniques, faire des bilans de compétences et rarement pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et la crise sanitaire a mis en avant, plein de choses. C'est-à-dire que, on a beaucoup parlé pendant cette crise des métiers essentiels. Ça voulait dire, en fait, qu'il y avait des métiers qui étaient pas essentiels. Donc tous ceux C'est qui vrai, n'étaient pas oui, bah, oui, on c'est l'a vrai, pas dit c'est vrai. clairement, mais ça voulait dire ça. C'est-à-dire que des métiers n'étaient pas essentiels et du coup, on a vu de nombreux cadres, notamment dans les entreprises, dans les grands groupes en particulier, se dire: «Mais ça veut dire que moi, ce que je fais, c'est pas utile. Ce que je fais, mon travail n'est pas utile. C'est quoi le sens de mon travail?» Et du coup, il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à ça et puis, enfin, je crois vraiment que la crise sanitaire, ça a été une rupture dans le rapport au travail et aujourd'hui, on parle beaucoup aussi du, désengagement des jeunes dans leurs relations de travail. Moi, je crois que déjà, d'une part, ça ne concerne pas tous les jeunes, parce que je vois des jeunes aussi faire des burn-out. Donc, faut pas non plus systématiser tous les jeunes et que peut-être que les autres qui ne veulent pas s'investir autant que leurs parents dans leur travail, c'est peut-être parce qu'ils ont vu leurs parents souffrir à cause du travail et qu'ils n'ont pas Absolument. du tout envie de vivre ça. Et moi, je trouve que c'est plutôt sain comme approche, malheureusement pour le monde du travail, mais en tout Je cas, suis d'accord. voilà, on peut pas, a attendre de quelqu'un d'être maltraité au travail, d'être malmené, de dépenser sa vie à travailler. Ça n'a plus sens aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Voilà, j'ai vu tout ça et du coup, et puis la parole s'est libérée, hein, sur le stress au travail, sur, la souffrance au travail, sur, des le management toxique. Alors c'est peut-être allé un peu trop loin à mon goût. On a beaucoup désigné du doigt des coupables. Ça m'a gênée, ça me gêne toujours. Ça commence à s'apaiser, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la souffrance au travail, c'est multifactoriel. On peut pas dire que c'est la faute d'eux. Il y a plusieurs raisons. Et donc, quand quelqu'un est en souffrance, il doit aussi le dire, il doit aussi s'autoriser à le dire. Il doit s'autoriser à dire: «Stop, j'ai trop de travail» et à s'écouter. Là, je peux pas aller au-delà. Pourquoi est-ce que je suis dans le perfectionnisme? Pourquoi ceci, cela? Donc chacun doit se poser la question et on doit aussi poser la question, conditions de travail. Est-ce que les conditions de travail sont délétères ou pas? Est-ce qu'elles permettent, de faire un travail de qualité? Est-ce qu'elles donnent du sens au travail? Si ça n'est pas le cas, eh bien, il faut reposer la question de l'organisation du travail, des conditions de travail. Donc c'est global, c'est une approche qui est, multifactorielle. J'ai une dernière question pour vous, Valérie. Alors, je partage tous vos points sur le multifactoriel, sur la quête de sens, sur une espèce de réalisme qui est de se dire je ne suis pas obligée de subir ce qu'ont subi mes parents, et en même temps sur l'explosion du terme toxique qui est un peu attribué à tort et à travers. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qui est le côté un peu sombre du tableau, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour le futur du travail? Qu'est-ce que vous trouvez encourageant par contre? Ah, justement, ce que je trouve encourageant, c'est qu'aujourd'hui, on voit alors j'ai peut-être pas terminé ma réflexion de tout à l'heure, mais, en fait, on voit de plus en plus de psychologues du travail dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, on les appelle plutôt pour, faire pompier, hein, pour, Ouais. écouter des salariés en souffrance, et cetera. Mais, on voit bien qu'il y a de plus en plus de cabinets de psychologues du travail qui se créent. Mmh. Les cabinets sont plus souvent dans une approche de prévention et qu'on n'est pas toujours en situation dégradée, à devoir essayer de trouver des solutions pour aider les équipes. Mais, ça, je vois que, aujourd'hui, on a ça, mais qu'il va y avoir aussi bon, il y a aussi des entreprises qui sont, de plus en plus, dans cette démarche, hein. Je crois surtout, à de nombreuses PME dans le domaine de la RSE qui, aujourd'hui essaient de se poser la question de savoir si leurs conditions de travail permettent un bon travail. Donc je pense que ça va se mettre en place, qu'on est juste dans une phase de transition et que Ouais. progressivement, si on peut travailler en amont les conditions de travail et l'organisation du travail, on évitera tout ça parce que tout ça, ça coûte cher à tout le monde, aux individus parce que quand on est en souffrance au travail, ça nous coûte cher d'un point de vue physique et mental, mais aussi aux entreprises parce que ça coûte très, très cher, hein. Je crois que, on a estimé que le coût des arrêts maladie, des accidents de travail et cetera, c'était aux alentours de 2 3 milliards d'euros par an en France, hein. C'est pas rien et puis après il y a tous les dégâts, annexes, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, en termes d'image. Bah oui, pour recruter, ça va être compliqué quand on grâce aux réseaux sociaux, quand ça se passe mal dans une entreprise, maintenant on le sait.
grâce ou à cause, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et puis je crois qu'il faut qu'on accompagne et ça, il y a de plus en plus de psychologues du travail, notamment du côté du CNAM, qui réfléchissent à ce qui se passe du côté du numérique et des réseaux sociaux justement. Comment le numérique et les réseaux sociaux, participent, à l'augmentation du stress et de l'épuisement professionnel. Ça, c'est un sujet super Oui. important pour les années à venir et fort heureusement, de nombreux psychologues du travail commencent à se saisir de ce sujet et les RH aussi. Je crois vraiment qu'il faut que les psychologues du travail soient partenaires des entreprises, des managers, des dirigeants et des RH. Avant que nous terminions ce podcast, est-ce qu'il y a un point que vous voulez préciser ou est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oh, je crois qu'on pourrait encore discuter pendant des Ah heures. oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr pour ceux qui voudraient rester en contact avec vous, il y aura vos coordonnées dans le descriptif de l'épisode, ils pourront vous retrouver ou vous retrouver sur LinkedIn. En tout cas, je vous remercie Valérie, c'était hyper intéressant. Merci Magali. Vous venez d'écouter l'épisode où j'ai interviewé Valérie Mierin. Il y a quelques essentiels, je crois, à retenir de cet épisode, c'est que le métier de manager est compliqué et que rajouter des conflits de valeurs ou des conflits de loyauté à leur métier au quotidien, ça n'est vraiment pas leur simplifier la vie. Alors qu'il y a quand même des réponses assez simples au quotidien pour faire en sorte que les managers aillent mieux. Et quand les managers vont mieux, leurs équipes vont bien. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.